Lors de la fête de Noël de l'entreprise, j'ai vu mon mari depuis 10 ans se glisser dans le bureau avec ma sœur cadette. À travers la fissure de la porte, leurs lèvres se sont rencontrées. Je ne les ai pas confrontées. Au lieu de cela, j'ai planifié méthodiquement, tes points et la vengeance étaient plus douces que l'amour. Je m'appelle Emma. J'ai 38 ans. Avant de vous parler de la façon dont j'ai reconstruit ma vie et les ai regardés tomber, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. C'était la fête de Noël de l'entreprise, une nuit qui aurait dû être une échappatoire scintillante à la routine habituelle. Je étais en retard comme toujours, ayant jonglé entre la répétition de la pièce de théâtre scolaire de Lily et l'appel client de dernière minute qui s'était étiré à l'infini. Richard, mon mari depuis 10 ans, le PDG charismatique de Riverside Construction, était déjà parti. Il m'avait embrassé au revoir ce matin-là, un rapide bisou sur la joue, et je n'y avais pas pensé. Maintenant, alors que j'entrais dans la somptueuse salle de bal, l'air semblait étrange. Un froid étrange, presque palpable. Richard était introuvable, et ma sœur cadette Sophie non plus, qui travaillait ironiquement comme son assistante personnelle. Mes beaux-parents, Harold et Patricia Wells, étaient là, bien sûr, leur sourire condescendant habituel plaqué sur leur visage. Patricia, avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés, me fit un signe de tête dédaigneux. Harold, ancien président du conseil municipal, se contenta d'offrir un sourire pincé. Il me faisait toujours comprendre par chaque regard subtil et chaque compliment ambigu que je n'étais pas assez bien pour leur garçon doré, Richard. J'ai essayé de secouer ce sentiment, en me disant que c'était juste ma propre insécurité, une compagne familière. Puis je l'ai vu. La porte du bureau privé de Richard, habituellement fermée hermétiquement, était entr'ouverte. Un filet de lumière, un filet de son. La curiosité, une chose dangereuse, m'a rapproché. À travers la fente étroite, une scène s'est déroulée qui resterait à jamais gravée dans ma mémoire. Leurs lèvres se sont rencontrées. Mon mari Richard et ma sœur Sophie. Ce n'était pas un baiser rapide ou un effleurement hésitant. C'était un baiser profond et passionné, leurs corps pressés l'un contre l'autre dans une étreinte nauséabonde. Mon sang s'est glacé. Mon cœur battait contre mes côtes. Un oiseau frénétique piégé dans une cage, désespéré de s'échapper. La musique festive, les bavardages joyeux, tout s'est estompé en un murmure lointain. Tout ce que j'entendais, c'était le rugissement assourdissant de la trahison à mes oreilles. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas fait de scène. Mon corps est resté étonnamment parfaitement immobile. Un masque de sang-froid fixé sur mon visage. Chaque fibre de mon être voulait se briser, s'effondrer. Mais quelque chose au plus profond de moi me tenait. Je me suis contenté de regarder, figé, tandis que le monde que je connaissais, la vie que j'avais si soigneusement construite, se brisait en un million de morceaux irréparables. Puis, avec une force que je ne savais pas posséder, je me suis retourné et je suis sorti. Mes pas étaient fermes, mon dos droit comme un piquet. Denny, l'un des principaux collègues de Richard, un homme gentil qui avait toujours été amical, a croisé mon regard. Il avait l'air inquiet, son front plissé, mais je lui ai juste offert un sourire serré, presque imperceptible, et j'ai continué, disparaissant dans la froide nuit de décembre. J'ai payé ma baby-sitter, Tina, une adorable jeune fille de 19 ans qui adorait Lily, et je l'ai renvoyée chez elle. Puis je me suis assise dans le salon sombre, les lumières de Noël scintillant moqueusement sur l'arbre, attendant. Le silence était assourdissant, interrompu seulement par le rythme frénétique de mon propre cœur. Richard est rentré 3 heures plus tard, la légère tache de rouge à lèvres sur son col, une accusation flagrante. Il a marmonné quelque chose sur une réunion tardive sur le projet Henderson. Ses mots étaient enroués, ses yeux m'évitaient. J'ai juste hoché la tête, mon regard fixé sur lui, voyant un étranger là où il y avait mon mari. Cette nuit-là, le sommeil fut une cruelle blague. Chaque signe, chaque soirée tardive, chaque appel téléphonique à voix basse, chaque regard dédaigneux de Richard, chaque fois que Sophie travaillait tard avec lui, tout s'est réuni avec une clarté écœurante. Je me suis souvenu comment j'avais mis mes propres rêves en attente pour lui. Comment j'avais sacrifié ma propre carrière naissante de designer d'intérieur pour l'aider à bâtir son empire. Et puis les SMS. Je les ai trouvés sur notre ordinateur familial partagé. Une piste écœurante de messages entre Richard et Sophie. Ils étaient ensemble depuis au moins 6 mois. Mais le vrai coup de poignard, la photo.
Sophie avait envoyé une photo de s'embrassant ce soir-là à un groupe familial dont je ne savais même pas l'existence, mes propres parents Robert et Hélène Carter en faisaient partie. Ils savaient. Ils savaient. Mes parents qui adoraient toujours Sophie, qui me disaient toujours d'être patiente avec Richard, de garder la famille unie. La trahison ne venait pas seulement de mon mari et de ma sœur. Elle venait de ma propre chair et de mon sang. Des larmes ont coulé sur mon visage. Des larmes silencieuses et chaudes de pure rage non adultérée. Je n'étais pas seulement blessée. J'étais furieuse. Ils voulaient une guerre. Ils allaient en avoir une, mais ce serait à mes conditions. J'étais architecte. Et maintenant, j'allais méticuleusement concevoir leur chute, brique par brique douloureuse. J'avais toujours été la plus calme, la plus fiable, celle qui faisait passer les autres en premier. Mes parents, Robert et Hélène, avaient toujours préféré Sophie. Elle était la plus charmante, la plus vivante, l'âme de chaque fête, tandis que j'étais la sœur aînée studieuse et artistique, contente dans mon propre monde de couleurs et de textures. Je me souviens du jour où j'ai reçu la lettre d'acceptation à une prestigieuse bourse de design à New York. Mon billet pour une carrière de rêve, une chance de vraiment marquer mon époque. Mais Richard, alors mon petit ami ambitieux, venait de lancer Riverside Construction. Il m'avait regardé avec ses yeux sincères et avait dit, « Emma, nous pouvons construire quelque chose d'incroyable ici ensemble. Ton talent est essentiel à ma vision. » Je l'ai cru. J'ai abandonné New York, je suis resté, et j'ai mis tout mon cœur et mon âme à soutenir son entreprise naissante, gérant les aspects de conception, les relations clients, les innombrables soirées tardives. Il avait promis que nous construirions un empire ensemble, que mon talent serait reconnu. Mais ces promesses semblaient maintenant de la cendre dans ma bouche, se dissolvant à chaque succès qu'il s'attribuait. Puis il y avait les parents de Richard, Harold et Patricia Wells. Dès le premier jour, ils m'ont fait comprendre que je n'étais pas assez bien. Patricia, avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son sourire condescendant, trouvait toujours un moyen de me saper subtilement. « Oh, Emma, ma chérie, c'est un joli petit passe-temps que tu as là. Tellement créatif. » Mais Richard, il a besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment les exigences de son monde. Quelqu'un d'un certain milieu. Elle me comparait aux femmes de la haute société que Richard méritait. Des femmes avec de vieilles fortunes et des noms établis. Harold, ancien président du conseil municipal avec un réseau de puissantes connexions, hochait simplement la tête. Un regard suffisant et entendu sur son visage. Richard ne m'a jamais défendu. Pas une seule fois. Il laissait juste leurs mots planer dans l'air, leur permettant de ronger ma propre estime de soi, me faisant sentir comme une étrangère dans ma propre maison, mon propre mariage. Sophie, en revanche, était leur chouchou. Elle avait toujours trouvé des moyens de me surpasser, de prendre ce qui était à moi. Depuis l'enfance, c'était un jeu subtil et insidieux. Un jouet préféré emprunté et jamais rendu. Une amie subtilement détournée, une lumière qui se tournait toujours vers elle. La jalousie était constante. Cachée sous la surface de notre lien fraternel, une compétition silencieuse que moi, dans ma croyance inébranlable en la famille, avait toujours essayé d'ignorer. C'était elle qui recevait les cadeaux coûteux, les éloges sans effort. C'était moi qui travaillais dur, qui sacrifiais, et qui était toujours d'une manière ou d'une autre négligé. La première fissure dans ma façade de normalité soigneusement construite est arrivée lorsque j'ai appelé Oliver Bishop, un ami proche de l'université qui avait gravi les échelons dans le secteur bancaire. J'ai déversé la vérité brute et laide, les mots s'enchaînant dans un torrent de douleur et d'incrédulité. Oliver, toujours sérieux et gentil, a écouté patiemment, son silence étant une présence réconfortante. Puis il a lâché une bombe qui m'a secoué jusqu'au plus profond de moi. « Emma » a-t-il dit, sa voix grave. J'ai examiné certaines choses discrètement. Richard a effectué des retraits importants de vos comptes conjoints, les canalisant vers un compte privé. Et honnêtement, Riverside Construction est sur des bases fragiles depuis un moment. Il y a des murmures d'irrégularités financières, des rumeurs de transactions louches. Mon estomac s'est effondré. Ce n'était pas seulement une trahison du cœur. C'était une trahison calculée de tout notre avenir financier, de tout ce que nous avions construit. Oliver m'a conseillé d'ouvrir immédiatement un compte séparé et de sécuriser mes actifs. Ce jour-là, je suis entré dans une banque, une étrangère dans une ville familière, et j'ai ouvert un nouveau compte,
un petit acte de rébellion qui ressemblait à un bond de géant vers la reconquête de mon indépendance. Mon frère, Michael Carter, était un avocat compétent et pragmatique. Je lui ai aussi confié, les mots se coinçant dans ma gorge en racontant l'infidélité de Richard et la complicité de Sophie. Le visage de Michael, d'habitude calme et composé, s'est empourpré de colère. Emma, c'est grave. Richard peut être impitoyable et les connexions d'Harold sont profondes. Il te faut des preuves concrètes. Chaque SMS, chaque email, chaque dossier financier. Ne lui fais pas savoir que tu le sais. Joue le long jeu. Le soutien indéfectible de Michael était une bouée de sauvetage, un phare dans la tempête. Il a promis de me guider à travers le labyrinthe juridique pour m'assurer tous les avantages. J'ai commencé mon enquête silencieuse, un processus méticuleux, presque obsessionnel. Sous le prétexte d'organiser le bureau à domicile, j'ai commencé à fouiller systématiquement dans les dossiers personnels de Richard. Je les ai trouvés. Des piles de fausses factures, des contrats falsifiés, et des documents financiers suspects cachés dans un tiroir verrouillé. Il prenait clairement des raccourcis sur les projets, utilisait des matériaux de mauvaise qualité, et empochait la différence. Ce n'était pas juste de l'infidélité. C'était de la fraude pure et simple, une entreprise criminelle construite sur la tromperie. Je me suis souvenu de Liam Parker, un plombier que Richard avait licencié des années auparavant pour avoir refusé d'utiliser des tuyaux bon marché et fragiles sur un grand projet. J'ai retrouvé Liam par l'intermédiaire d'une connaissance mutuelle. Son visage s'est durci quand j'ai mentionné le nom de Richard. Richard est un serpent, Emma, a-t-il craché, l'amertume dans sa voix. Il a payé Alan Reeves, l'inspecteur du bâtiment, pour qu'il ferme les yeux sur d'innombrables projets. Cet homme n'a pas de conscience. Liam m'a fourni des noms de projets spécifiques et des dates, des pièces cruciales du puzzle. Armé de ces informations, Michael m'a ensuite mis en contact avec Scott Warner, un ami à lui qui travaillait au bureau du procureur général. Scott, un homme d'une grande intégrité, a écouté attentivement, son expression grave. Riverside Construction est sur notre radar depuis un certain temps, Emma. Il a admis, nous avions juste besoin de quelque chose de solide, d'indéniable. Si vous pouvez nous obtenir ce que vous dites, nous pouvons construire un cas contre lui et potentiellement contre Harold Wells aussi. Scott m'a donné des instructions précises sur la façon de rassembler légalement des preuves sans alerter Richard, comment installer un logiciel d'enregistrement discret sur son téléphone et son ordinateur, comment copier des données de ses disques durs vers un serveur cloud caché, ne laissant aucune trace. Il m'a mis en garde contre les puissantes connexions de Richard, le réseau complexe de fonctionnaires corrompus que Harold Wells avait cultivé au fil des ans. Le risque était immense, les enjeux incroyablement élevés. Mais la pensée de l'avenir de Lily, de retrouver ma dignité, m'a poussé en avant. Chaque clic de souris, chaque mot murmuré que j'enregistrais, chaque fichier que je copiais était un acte de défi silencieux, un pas de plus vers la justice. Ma prochaine étape a été de créer mon propre avenir, un avenir indépendant de Richard et de son monde toxique. J'ai rencontré Nathan Davis, un agent immobilier spécialisé dans les propriétés historiques. Il m'a montré une maison victorienne délabrée à la périphérie de la ville. C'était une épave, une coquille oubliée de sa gloire passée, mais j'ai vu son potentiel, sa beauté cachée. Avec l'expertise financière d'Oliver et un prêt soigneusement structuré, j'ai garanti l'achat. Ce serait la maison de Matthews Restauration, ma propre entreprise de design d'intérieur et de restauration. C'était un mouvement audacieux, une déclaration d'indépendance, un symbole tangible de ma résilience. Richard a explosé quand il l'a découvert. Son visage est devenu rouge vif, sa voix résonnant dans la maison. « Tu as acheté une maison sans me consulter ? Tu es fou ? Tu vas échouer, Emma. Tu fais toujours ça. Garde tes petits passe-temps, tes petits loisirs. N'ose pas penser que tu peux me concurrencer. » Ces mots étaient destinés à m'écraser, à me rappeler mon infériorité supposée, mais ils n'ont fait qu'alimenter ma détermination. Sophie, pendant ce temps, était une présence constante et suffisante. Elle affichait effrontément sa proximité avec Richard, faisant des commentaires voilés sur la recherche d'un endroit plus confortable pour qu'il vive, faisant allusion à la reprise de ma maison, de ma vie, avec un sentiment effrayant de droit. Puis est arrivé le vandalisme. Un matin, je suis arrivé à ma belle victorienne, le symbole de mon nouveau départ, pour la trouver saccagée. Vitres brisées, peinture éclaboussée sur les murs fraîchement restaurés, outils volés.
Mon cœur s'est effondré, mais seulement pendant un instant. J'avais installé des caméras de sécurité discrètement placées. Les images montraient deux hommes, leurs visages partiellement masqués, mais leurs mouvements étaient familiers. Les sbires de Richard. La communauté locale, outragée par la destruction insensée, s'est ralliée autour de moi. Des artisans, y compris Tyler Jenkins, un expert en restauration veuve dont le travail méticuleux j'admirais, ont offert leur temps pour m'aider à réparer les dégâts. Leur gentillesse fut une bombe pour mon esprit blessé, un contraste frappant avec le venin de ma propre famille. Howard Garrison, un promoteur immobilier très respecté connu pour ses pratiques éthiques, m'a rendu visite, impressionné par ma résilience et la qualité initiale de mon travail de restauration. Il a promis de garder un œil sur la restauration de Matthew, une lueur d'espoir dans l'obscurité. La tempête se préparait, et j'étais prête. La tension à la maison est devenue insupportable. Une couverture étouffante d'hostilité. Richard, fidèle à sa parole, a embauché un avocat impitoyable et a entamé le processus juridique pour obtenir la garde complète de Lily. Il a utilisé toutes les échappatoires juridiques, tous les sales tours, pour faire de ma vie un enfer, menaçant de me peindre comme une mère instable et inapte. Mon cœur se serrait pour Lily, qui est devenue renfermée, ses yeux brillants obscurcis par la confusion et la tristesse. Voir sa douleur était une douleur constante dans ma poitrine, un rappel de ce pourquoi je me battais vraiment. Sophie, quant à elle, se délectait de sa victoire présumée. Elle a effrontément déménagé ses affaires chez moi, remplissant mes placards de ses vêtements, ma salle de bain de ses articles de toilette comme si elle était la maîtresse légitime de la maison. Elle m'envoyait des messages moqueurs, des photos d'elle et de Richard dans ma cuisine, avec des légendes comme « Notre nouvelle maison est si confortable ». Emma, Richard adore m'avoir ici. C'était un acte de guerre psychologique calculé, conçu pour me briser. Puis est venue la trahison ultime, celle qui a brisé tout doute persistant et a alimenté une rage froide et brûlante. Je cherchais de vieux documents fiscaux dans le coffre-fort verrouillé de Richard quand je suis tombé dessus. Un relevé bancaire montrant qu'il avait vidé la totalité des fonds universitaires de Lily. Jusqu'au dernier sou que nous avions économisé pour son avenir, disparu. Transféré dans un compte offshore secret avec le nom de Harold Wells affiché en évidence. Ma vision s'est brouillée d'une fureur blanche et brûlante. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de ma fille innocente, son avenir volé par ceux-là même qui étaient censés la protéger. Ce n'était pas juste une trahison. C'était un acte de guerre impardonnable. Je déjeunais avec Tyler Jenkins au Carson S dîner, discutant d'un nouveau projet de restauration, lorsque Richard a fait irruption. Il voulait une scène publique, une grande démonstration de force pour m'intimider. « Tu dois arrêter ça, Emma » a-t-il grondé, sa voix assez forte pour que tout le restaurant l'entende. « Arrête ta petite entreprise. Arrête tes accusations ou je m'assurerai que tu perds tout, y compris Lily. Tu ne la reverras jamais. » Je l'ai regardé, mon visage, un masque de calme, mais à l'intérieur une froide fureur volcanique a éclaté. « Tu peux prendre mon argent, Richard. Tu peux essayer de prendre ma réputation, mais tu ne peux pas prendre la vérité. Je connais les fausses factures. Je connais les matériaux de mauvaise qualité, et je connais le fonds universitaire de Lily. Chaque détail, et tout est enregistré. » Les mots sont restés suspendus dans l'air, tranchants et précis. Le visage de Richard s'est déformé dans un mélange de choc et de rage. Il a commencé à crier, des menaces incohérentes, frappant sa main sur la table, se jetant sur moi avant que Tyler ne se place rapidement devant moi, me protégeant de sa fureur. Tout le restaurant regardait, stupéfait alors que le PDG poli de Riverside Construction se décomposait complètement, sa façade soigneusement construite s'effondrant devant leurs yeux. Quelques jours plus tard, le barrage a cédé. Une maison Riverside Construction nouvellement construite s'est effondrée en raison de matériaux défectueux, blessant une famille de 4 personnes. La nouvelle a explosé, un scandale national. Sous une pression publique immense et avec les preuves indéniables que j'avais discrètement fournies à Scott Warner, Alan Reeves, l'inspecteur du bâtiment, a finalement coopéré avec les autorités. Il a tout avoué, détaillant la corruption systématique de Richard. Scott Warner n'a pas perdu de temps. Le bureau du procureur général a lancé une enquête criminelle à grande échelle sur Riverside Construction, ciblant non seulement Richard, mais aussi le réseau complexe de fonctionnaires corrompus et d'associés commerciaux que Harold Wells avait cultivé au fil des ans. Richard, désespéré et acculé, a tenté de négocier.
Il m'a offert un divorce rapide et discret, la garde complète de Lily, et un généreux règlement financier si je retirais toutes les accusations. Sophie est apparue, les yeux rouges et gonflés, me suppliant de penser à la famille, de ne pas ruiner Richard, sa voix un gémissement pathétique. Je les ai regardés, ma voix stable, ma résolution inébranlable. J'ai pensé à ma famille pendant 10 ans, ai-je dit, mon regard balayant leur visage désespéré. Maintenant, je pense à la justice. Vous avez eu votre chance. Vous avez choisi la trahison. L'auditorium de l'hôtel de ville bourdonnait d'une anticipation électrique. Les caméras de télévision tapissaient les murs, leurs objectifs scintillant sous les lumières vives, les journalistes écrivant furieusement dans leurs cahiers. Richard, Sophie, Harold et Patricia Wells étaient assis au premier rang, leurs visages sombres, un mélange de peur et de défi. Je me suis assise de l'autre côté, flanqué de Scott Warner, Michael Oliver et Tyler, un front uni. C'était ça, la reddition de comptes. Le moment que j'avais méticuleusement planifié, l'aboutissement de mois de souffrances silencieuses et d'actions stratégiques. Scott Warner a commencé, sa voix claire et autoritaire, décrivant les accusations initiales contre Richard et Riverside Construction, fraude à la construction, utilisation systématique de matériaux de mauvaise qualité, et pot de vin généralisé. Richard a ricané, une habitude nerveuse, et Harold a marmonné des dénégations, leur arrogance s'accrochant encore à eux comme un costume bon marché. Puis une jeune mère, le bras en écharpe, le visage pâle de traumatisme, s'est levée dans le public. Elle a décrit le cauchemar de leur nouvelle maison, un projet Riverside Construction, s'effondrant autour de sa famille, blessant ses enfants. Le public a halté, une vague d'indignation parcourant la pièce. Ensuite, Scott a appelé Alan Reeves, l'inspecteur du bâtiment, à la barre. Reeves, visiblement nerveux, les mains tremblantes, a tout avoué. Il a détaillé comment Richard l'avait systématiquement soudoyé, comment il avait été forcé de signer des projets dangereux, sa voix un monotone de honte. Puis est venu Marcus Delgado, l'ancien menuisier que Richard avait licencié. Marcus, un homme d'intégrité silencieuse, a parlé d'une voix ferme, racontant comment Richard lui avait demandé d'utiliser des matériaux bon marché et fragiles, comment il avait été renvoyé pour avoir refusé de compromettre son métier. Son témoignage a été corroboré par les factures et les emails accablants qu'Emma avait méticuleusement copiés de l'ordinateur de Richard, projetés sur le grand écran derrière eux. Puis Scott Warner s'est tourné vers moi, un subtil signe d'encouragement. Nous avons un dernier témoin. Mon nom a résonné dans le hall, amplifié par les microphones. Les yeux de Richard se sont écarquillés d'incrédulité. La mâchoire de Sophie est tombée, son visage a perdu sa couleur. Harold et Patricia avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Leurs expressions suffisantes remplacées par une terreur abjecte. Je suis allé au podium, mais pas ferme, mon cœur battant, mais mon esprit clair, ma résolution inébranlable. Je n'étais plus Emma la victime. J'étais Emma, l'architecte de la vérité, le messager de la justice. Je n'avais pas besoin d'un discours dramatique. J'avais juste besoin que les faits soient présentés avec une précision froide et dure. Ma voix, bien que calme, a coupé le silence tendu. J'ai commencé par présenter les enregistrements audio, ma voix ferme, alors que la voix de Richard, arrogante et dédaigneuse, remplissait la pièce, admettant la fraude, discutant de la façon de la couvrir, riant même des idiots qui ne le remarqueraient pas. Puis sont venus les dossiers financiers, des relevés bancaires détaillés, des échanges de mets et des virements, méticuleusement organisés, montrant le détournement systématique par Richard de nos comptes conjoints. Et puis le halètement collectif du public alors que je projetais le journal des transactions du fonds universitaire entier de Lily, vidé et canalisé vers un labyrinthe de comptes offshore directement liés à Harold Wells. Harold, l'estimé ancien président du conseil municipal, avait non seulement su, mais avait activement orchestré le stratagème financier, utilisant son influence politique pour faciliter les transferts illicites et fournir une couverture pour les transactions illicites de Richard. L'écran montrait également les images de sécurité des hommes de main de Richard en train de vandaliser ma maison victorienne. Leur visage clairement visible, suivi des SMS de Sophie à Richard, l'encourageant, ces mots dégoulinant de mépris pour moi et mon pauvre petit projet. J'ai regardé directement Richard et Sophie, leurs visages cendreux, leurs yeux écarquillés de terreur, dépouillés de leurs prétentions. Vous ne m'avez pas seulement trahi, ai-je dit, ma voix coupant le silence, chaque mot un coup de marteau. Vous avez trahi la loi. Vous avez trahi cette communauté. Vous avez trahi la confiance d'innombrables familles. Et plus grave encore,
vous avez trahi un enfant innocent, volant son avenir. Je ne cherche pas la vengeance. Je cherche la justice. Et ceci, j'ai fait un geste vers la montagne de preuves à l'écran. C'est la justice. Richard a éclaté. Il a crié, un rugissement guttural de pure rage et d'incrédulité, se jetant en avant, mais les gardes de sécurité l'ont rapidement maîtrisé, le traînant alors qu'il se débattait. Sophie a éclaté en larmes. Un pathétique étalage théâtral, bafouillant des excuses incohérentes, ses yeux se penchant désespérément vers ses parents qui étaient assis gelés sur leur siège, leurs visages gravés d'horreur. Harold Wells, le puissant patriarche, tremblait visiblement alors que l'étendue complète de sa complicité était mise à nu devant le monde. Il se tenait la poitrine, son visage devenant violet alors que le poids de sa chute s'abattait sur lui. Patricia Wells s'est caché le visage dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable, sa façade parfaite brisée. L'auditorium a éclaté en applaudissements tonitruants, une vague de soutien et de soulagement m'a submergé. Les victimes ont applaudi. Les journalistes réclamaient des détails, leurs flashs aveuglants. Et juste là, au milieu du chaos, Richard et Sophie ont été menottés et emmenés, leurs visages reflétant une défaite totale. Harold Wells a également été détenu pour une enquête plus approfondie, sa carrière politique et sa réputation irrémédiablement ruinées. Je me tenais là, les regardant partir. Une paix profonde m'envahissant. Pas de triomphe, pas de gloire, juste une victoire silencieuse et absolue. Le goût amer de la trahison était enfin remplacé par le goût doux et pur de la justice. La nouvelle du scandale Riverside Construction et des arrestations de Richard, Sophie et Harold Wells a explosé à travers le pays. Chaque grand réseau a couvert l'histoire détaillant le réseau complexe de fraude, de pots de vin et de trahison. D'autres victimes se sont manifestées, leur voix amplifiant le cœur d'indignation, révélant la véritable échelle de la tromperie de Richard. La réputation soigneusement construite de Harold Wells, bâtie sur des décennies de manœuvres politiques, s'est effondrée en poussière, son nom synonyme de corruption. Robert et Hélène, mes propres parents, sont venus me voir dans les jours qui ont suivi, leurs visages marqués par la honte et le regret. Ils se sont assis en face de moi dans mon nouveau bureau, toujours en cours de restauration, leurs épaules affaissées. Ils se sont excusés abondamment, leurs voix étranglées par les larmes pour leur aveuglement. Pour avoir préféré Sophie, pour ne pas m'avoir cru, pour avoir permis à Sophie de les manipuler. Je les ai regardés, la douleur de leur trahison, toujours une plaie vive, mais aussi une lueur de compréhension. J'ai vu leurs regrets, leur honte profonde et angoissante. J'accepte vos excuses, ai-je dit, ma voix douce mais ferme, mais j'espère que vous comprenez. La confiance une fois brisée est incroyablement difficile à reconstruire. Il faudra du temps. Ce fut un moment de vérité émotionnelle brute, une étape nécessaire vers la guérison, non seulement pour moi, mais aussi pour notre famille fracturée. J'ai rendu visite à Richard en prison avant le début de son procès. Il était l'ombre de lui-même, son arrogance remplacée par un plaidoyer désespéré et pathétique. Il a essayé de me manipuler une dernière fois pour me faire porter le chapeau de sa chute. Tu as tout ruiné, Emma. Il a craché, ses yeux sauvages d'un mélange de peur et de rage persistante. Je l'ai regardé, ne voyant plus l'homme que j'avais épousé, mais un étranger pathétique, une ombre de l'homme que j'avais autrefois aimé. Tu t'es ruiné toi-même, Richard, ai-je dit, ma voix dénuée d'émotion, froide et claire. J'ai simplement choisi de ne pas cacher la vérité. Lily sera avec moi. Tu ne lui feras plus jamais de mal. Notre divorce fut rapide et décisif. Avec toutes les preuves indéniables que j'avais compilées, mon avocat, Michael, s'est assuré que j'obtienne la garde complète de Lily, la grande majorité de nos actifs conjoints, et une compensation financière substantielle pour les dommages émotionnels et financiers que j'avais subis. L'équipe juridique de Richard était impuissante face à la vérité. J'ai également eu une dernière brève rencontre avec Sophie, organisée par son propre avocat désespéré. Elle a essayé de feindre le remords, ses yeux remplis de larmes de crocodile, sa voix un gémissement pathétique. S'il te plaît, Emma, ne pouvons-nous pas simplement être sœurs à nouveau? J'ai fait une erreur. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardée, voyant la fille qui a toujours voulu ce que j'avais, la femme qui avait volé ma vie, son innocence fausse enfin exposée. Ma vie est infiniment mieux sans toi, Sophie, ai-je dit, ma voix froide, ferme et définitive. Ne me contacte plus jamais. C'est la dernière parole que je te dirai. Et je me suis éloigné,
la laissant debout seule, dépouillée de sa fausse innocence, son charme manipulateur maintenant inutile. Pendant ce temps, Matthews Restauration prospérait. Howard Garrison, fidèle à sa parole, a signé un énorme contrat avec mon entreprise pour restaurer 15 maisons historiques endommagées par Riverside Construction. C'était une douce ironie, une justice poétique, un symbole de la reconstruction de ce qu'ils avaient détruit. Le succès initial fut écrasant, une validation de mon talent et de ma résilience. 2 ans plus tard, Matthews Restauration n'était pas seulement une entreprise. C'était un empire florissant. Ma petite maison victorienne, maintenant un bureau et une salle d'exposition magnifique et primée, était un témoignage de résilience, un monument à la transformation de la douleur en but. Nous étions passés de Rachel et Marcus, mes 2 premiers employés dévoués, tous 2 ayant leurs propres histoires d'avoir été lésés par les licenciements injustes de Richard, à une équipe de plus de 50 designers talentueux, architectes et experts en restauration. Tina Reynolds, mon ancienne babysitter, maintenant une jeune femme brillante et capable, était ma responsable de bureau indispensable, gérant la logistique complexe de notre entreprise en pleine expansion. Mon salaire était plus élevé que je ne l'avais jamais rêvé, un témoignage de mon travail acharné, de mon talent et de ma détermination inébranlable. J'ai été nommée femme entrepreneur de l'année. Mon histoire de surmonter l'adversité et de bâtir une entreprise prospère à partir des cendres de la trahison a été largement relayée dans des publications prestigieuses comme Southern Living et Forbes. Je suis devenue une conférencière recherchée, voyageant dans tout le pays partageant mon parcours lors de conférences féminines, inspirant d'innombrables autres à trouver leur voie et à reconquérir leur pouvoir. Mon entreprise a même été choisie par la ville pour inspecter et réparer d'autres maisons endommagées par le travail médiocre de Richard. Un moment de justice poétique à cercle complet qui apportait une satisfaction tranquille. Ma vie personnelle avait également fleuri. Un jardin entretenu avec soin et authenticité. Oliver Bishop, mon allié fidèle, est devenu plus qu'un simple ami. Notre relation s'est approfondie, bâtie sur une base de confiance inébranlable, de respect mutuel et de rire partagé. Il était mon roc, mon partenaire dans la construction d'une nouvelle vie joyeuse, un amour qui semblait pur et mérité. Lily, maintenant âgée de 10 ans, était une jeune fille vibrante et heureuse, s'épanouissant dans son nouvel environnement paisible. Elle adorait venir chez Matthews Restauration, ses yeux pétillants de curiosité alors qu'elle apprenait la restauration auprès de Tyler Jenkins, qui était devenu un ami proche et une présence douce et encourageante dans nos vies. Je n'ai pas seulement reconstruit ma vie. J'ai utilisé ma nouvelle plateforme pour aider les autres. J'ai fondé Lily Hope Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à fournir un soutien juridique et financier complet aux femmes, en particulier celles de plus de 50 ans qui avaient subi des trahisons et des abus dans leurs relations ou leurs entreprises. Nous avons offert des conseils juridiques gratuits, des ateliers de littératie financière et des programmes de formation professionnelle aidant les femmes à trouver leur indépendance tout comme je l'avais fait. Matthews Restauration entreprenait également des projets pro bono, restaurant des bâtiments historiques délabrés et des communautés mal desservies, insufflant une nouvelle vie à des lieux oubliés, un symbole tangible d'espoir et de renouveau. Richard a été condamné à 5 ans de prison. Il a tout perdu. Son entreprise de plusieurs millions de dollars, sa réputation, sa famille, sa liberté. Il est sorti de prison un homme brisé, son arrogance remplacée par un désespoir creux. Sophie a reçu une mise à l'épreuve et un service communautaire important. Elle a été forcée de quitter la ville en disgrâce, vivant une vie d'ostracisme social, dépouillée de la faveur et de l'attention qu'elle avait toujours convoitée. Harold Wells a également été condamné pour sa complicité dans les stratagèmes de Richard, perdant son statut politique, sa richesse et son image publique. Il a vécu ces dernières années dans une honte silencieuse et un mépris public. Patricia Wells, isolée et seule, a fait face aux amères conséquences de ses choix. Son monde autrefois parfait s'est effondré. Je me suis tenu sur le balcon du bureau de Matthews Restauration, regardant la ville vibrante en contrebas. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des teintes d'orange, de violet et d'or. Mon sourire n'était pas celui de la vengeance, mais d'une paix et d'une libération profonde. Ils ont essayé de me détruire, ai-je murmuré pensivement. Ma voix un murmure porté par la brise du soir. Ils ont essayé de tout prendre, mon mariage, ma famille, mon avenir, même le fonds universitaire de ma fille. Mais ils avaient tort. Ils ne pouvaient pas prendre ma valeur, mon talent, mon esprit. Et surtout, ils ne pouvaient pas prendre mon avenir ni mes mensonges. Bien vivre est vraiment la meilleure vengeance. Pas parce que je leur souhaite de souffrir,
mais parce que je refuse d'être brisé. J'ai transformé ma douleur en but, et j'ai construit une vie plus forte, plus heureuse et plus significative que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Une orchidée exquise, symbole de beauté résiliente et de renaissance, a fleuri sur mon bureau, ses délicates pétales se déployant dans des couleurs vibrantes. Lily a couru, serrant mes bras autour de ma taille, son rire résonnant dans le bureau silencieux. Oliver nous a rejoints, sa main trouvant la mienne, une chaleur réconfortante. Ensemble, nous avons regardé les derniers rayons du soleil disparaître, sachant que chaque lever de soleil apportait avec lui un nouveau commencement. Un témoignage de la force trouvée dans la reconquête de sa propre histoire, dans la construction d'une vie remplie d'amour, de succès et de paix profonde. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle résonnera auprès de certains d'entre vous. Avez-vous jamais vécu une trahison qui a changé le cours de votre vie? Comment l'avez-vous surmontée? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires de résilience et de triomphe.